Le 12-15, le club VIP, Benaouda Abdelhaim. Et nous retrouvons notre deuxième invité dans ce 12-15. Il s'agit de Patrick Le Yarrick, eurodéputé, Front de Gauche. Il est aussi le directeur de l'Humanité, le journal L'Humanité, auteur d'un livre très intéressant, L'Europe des peuples nous appelle, aux éditions de l'Humanité. Patrick Le Yarrick, bonjour. Bonjour. Une pétition pour un référendum sur le nouveau traité européen circule en France, notamment dans votre journal, au nom de l'engagement pris par François Hollande de renégocier le pacte budgétaire signé par son prédécesseur. Donc vous réclamez un référendum et puis vous produisez une charge circonstanciée, article après article, contre ce traité, ce pacte européen budgétaire. Nous allons détailler tous ces articles, mais d'abord, combien de signatures recueille pour l'instant cette pétition ? La pétition lancée par l'Humanité dépasse les 70 000 aujourd'hui. Mais il y a d'autres associations ou organisations qui eux-mêmes ont aussi des pétitions. Vous la maintenez, même si le président de la République a indiqué que le texte sera devant le Parlement début octobre ? Oui, parce qu'il s'était engagé à renégocier ce texte à juste titre. Il avait même qualifié ce texte, comme nous le faisions nous-mêmes, de traité d'austérité. Par conséquent, il n'est pas meilleur aujourd'hui qu'avant l'élection présidentielle. C'est pour ça que, pour lui permettre de renégocier, pour lui donner de la force dans sa démarche qui a été réaffirmée encore hier de réorientation de la construction européenne, eh bien, il faut qu'il consulte le peuple. Vous affirmez que ce traité est la manifestation la plus violente, je cite, de l'ère post-démocratique, donc des termes extrêmement violents. Est-ce que vous considérez que le processus de ratification en cours devant les différents parlements nationaux est nul et non avenu ? Nul et non avenu, chaque pays choisit sa voie, mais par exemple, vous avez vu que l'Allemagne est dans la même situation que nous, puisque la Cour constitutionnelle de Karlsruhe est appelée, elle doit donner d'ailleurs dans quelques jours son opinion sur la constitutionnalité de ce traité. Si je dis ça, c'est parce que le traité contient lui-même un processus qui vise à donner à la Commission de Bruxelles les pleins pouvoirs sur les budgets de chacun des États, dans l'élaboration des budgets et dans le suivi de l'exécution de ces budgets. Ce n'est pas seulement ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire la règle d'équilibre budgétaire. C'est cela, mais c'est aussi autre chose. Mais vous écrivez, page 146-147, que les quatre mousquetaires, c'est comme ça que vous les appelez, messieurs Van Rompuy, Barroso, Draghi et Juncker, mettent en place un totalitarisme austéritaire. Je reprends encore là votre formule. Pourquoi utiliser ce terme de totalitarisme ? Parce que il n'y a, vous voyez, dans le cas de la Grèce, dans le cas du Portugal, de l'Irlande et de l'Espagne maintenant, vous voyez par exemple que maintenant le premier responsable espagnol, M. Rajoy, il est dans la situation où il ne demande même pas l'aide du Fonds européen de stabilité budgétaire parce qu'il ne veut pas faire un plan d'austérité supplémentaire. Il vient d'en faire un cet été de 64 milliards d'euros d'économie et aujourd'hui il est dans cette situation. Et c'est le cas aussi. Par exemple, vous avez vu cette tournée du Premier ministre grec les jours derniers. Il a été en Allemagne et on a eu cette déclaration du président de la République française où manifestement il retenait ses propos, où il a simplement dit « je veux que la Grèce reste dans la zone euro », mais il n'a pas répondu sur une petite demande du Premier ministre grec, celui d'étaler le paiement de sa dette et des emprunts qu'il a contractés. Donc oui, c'est une mécanique totalitaire et ces quatre messieurs qui ne détiennent aucun pouvoir de légitimité démocratique issu des urnes, ces messieurs veulent aller plus loin. D'ailleurs, Madame Merkel parle maintenant d'un nouveau traité et eux aussi parlent d'une union bancaire, d'une union politique et d'une réforme des marchés du travail et de l'économie. Vous vous demandiez où était passé le 11e engagement parmi les 60 du candidat Hollande. La renégociation du pacte budgétaire, mais est-ce que l'adjonction du pacte de croissance accepté par les autres partenaires européens ne constitue pas en soi une renégociation ? Mais d'abord, le pacte de croissance, je démontre dans le livre, chapitre par chapitre,
comment est né ce pacte de croissance. Il était déjà dans le Conseil européen du 30 janvier, bien avant l'élection présidentielle. Puis, il y a ce fameux débat autour d'un vague 120 milliards d'euros, dont une partie est constituée de fonds structurels qui ne sont aujourd'hui pas dépensés. Pourquoi les pays ne mettent pas dans la caisse commune les fonds structurels? Ils ne peuvent pas d'un côté mettre des dépenses dans la caisse commune pour les fonds structurels et d'un autre côté restreindre les budgets. C'est facile à comprendre. Donc le fonds structurel, si on peut les activer, moi je suis pour. D'ailleurs, je demande au président Hollande, créons une structure commune du Parlement national et du Parlement européen, aussi peut-être associer les gouvernements, pour voir comment on injecte dans l'économie ces 120 milliards au service de l'emploi, des investissements productifs et de la recherche. Justement, vous faites le procès de ce pacte de croissance, mais vous-même... Je ne fais pas de procès, je constate. Oui, vous dites que finalement, c'est ce que disait l'UMP et le camp de Mme Merkel, c'est que tout était déjà inscrit avant qu'arrive François Hollande. Oui, oui. Donc c'est un fait. Malheureusement, ce n'est pas un procès d'intention, malheureusement. Dans votre livre, vous n'écartez pas que l'augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement, le bras financier de l'Union européenne, puisse avoir des retombées concrètes, je vous cite, pour l'emploi, les salaires et le progrès écologique. Donc il y a quelque chose de bon. Bien sûr, mais moi je dis, puisqu'on s'est engagé sur 120 milliards, puisqu'on donne, ça fait longtemps que nous défendons l'idée d'activer la Banque européenne d'investissement autrement qu'on le faisait jusque-là. Ces choses peuvent constituer des points d'appui pour les élus, pour le gouvernement français, pour les syndicats, de telle sorte que ce soit utile aux investissements créateurs d'emplois et correctement rémunérés, à la recherche, à l'innovation, à la transition écologique qui est nécessaire. Vous entendez démontrer que ce traité réduit la souveraineté nationale, vous déniez même la légitimité à des gens élus comme Jean-Claude Juncker. Réduire... Il n'est pas élu, il est président de l'Eurogroupe. Oui, il est président de l'Eurogroupe, désigné par des autorités élues. Oui, le président de la Commission de Bruxelles aussi, il est désigné par des autorités élues. Ceci dit, de là à donner les pleins pouvoirs permanents à des gens qui décident par-delà les parlements, parce qu'on va enlever le pouvoir d'élaboration et d'exécution du budget par le Parlement. Quoi qu'on pense des budgets par ailleurs, nous, c'est une réforme révolutionnaire, puisque ça date de 1789. La possibilité pour le Parlement, à la place du roi et des princes, de décider des recettes et des dépenses. Donc vous parlez dans ce livre vous condamnez ce traité parce qu'il réduit la souveraineté nationale et populaire. Mais finalement, est-ce que toute la construction européenne, vous êtes député européen, ne consiste pas en des transferts de pans de la souveraineté nationale pour la construction européenne? Mais qu'il y ait des partages de souveraineté dans le cadre de coopération bien comprise, je ne suis pas contre. Qu'on envisage même aujourd'hui encore de nouveaux partages, parce qu'il y a besoin, par exemple, d'harmoniser la fiscalité par le haut. Mais il y aurait surtout besoin... Ça, c'est vous qui le voulez, mais d'autres ne le veulent pas. Non, il y a un débat. Mais il y a quand même aujourd'hui, la nouveauté, c'est qu'il y a un débat sur la fiscalité. Mais peut-être les termes ne sont pas les mêmes de part et d'autre. Mais au moins, ça existe. De même, s'il fallait décider de partage de souveraineté pour, par exemple, créer un salaire minimum ou un revenu minimum intra-européen, pourquoi pas, avec sous le contrôle des parlements nationaux. Donc, il faut combiner à la fois cela et le maintien de la souveraineté populaire, c'est-à-dire du peuple qui en permanence doit pouvoir décider. On continue notre balayage de ce traité. Titre 4, articles 9, 10 et 11. Pour vous, c'est une codification du capitalisme, je vous cite. Mais en quoi est-ce plus le cas là, avec ce texte, qu'avec l'acte unique européen qui a établi la liberté de circulation des marchandises, la liberté de circulation des capitaux? Et finalement, ce n'est qu'un parachèvement de ce qui a été accepté il y a maintenant 2 décennies. Oui, mais justement, là est le problème. Pourquoi n'est-il jamais fait de bilan contradictoire et de bilan citoyen de l'application des différents traités européens? Pourquoi ceci n'existe pas? On s'apercevrait que sur beaucoup de sujets, on fait fausse route. La nouveauté par rapport à l'acte unique européen, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système où les instances européennes
veulent s'immiscer jusque dans la gestion des politiques budgétaires, ce que nous avons dit, mais aussi de la politique économique et forcément de la politique sociale. Oui, parce que... Sur la question des retraites, sur la question des salaires, sur la question des négociations collectives, oui. puisque on veut que la négociation collective n'ait pas lieu par branche, mais par entreprise, ce qui vise à affaiblir encore les salariés. Vous dites que le texte mène à une casse des législations du travail, mais sur quel fondement juridique vous appuyez-vous pour dire cela en fonction du texte? Le pacte de l'euro plus et le traité lui-même, une des parties du traité lui-même, donne ces orientations-là. Et dans les 4 orientations nouvelles dont on parlait, les 4 mousquetaires, vers la fin du mois de juin et qui nous a été présenté au Parlement européen, il est écrit noir sur blanc que l'union politique s'accompagne de plus de flexibilité du travail, de contrôle, ce qu'on appelle le coût du travail, c'est-à-dire ça revient en fait à la baisse des salaires. Nous sommes, je crois, au 3e débat au Parlement européen sur les retraites, avec maintenant l'idée nette d'une retraite par capitalisation, d'une privatisation des retraites, voire de la sécurité sociale. L'Europe des peuples nous appelle, voilà. Patrick Le Yarrick, aux éditions de l'Humanité. Merci beaucoup. Merci à vous.